Les fascias sont en lien avec le système nerveux, c'est important de les travailler. Le psoas intervient dans le mouvement de rotation de la jambe. Le périnée est un muscle qui s'entretient. Est-ce que vous êtes sûr ? Allez, venez, je vous emmène dans un grand chercher l'erreur. Le principe est simple. Trouvez dans des textes que je pioche sur le net les erreurs, les manques de précision, les approximations. Avec un seul objectif, aiguiser notre œil et notre esprit critique, revoir et préciser nos connaissances anatomiques, grandir ensemble en somme. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Vous connaissez certainement mon goût pour la nuance, mais aussi celui pour la précision. Ça peut être la précision dans nos consignes de mouvement quand on donne un cours, mais aussi et peut-être surtout de la précision anatomique, physiologique, biomécanique, bref, de la précision scientifique dès lors qu'on est dans de la transmission. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut amener de la terminologie anatomique dans nos cours ? Non. Est-ce qu'il faut mettre la tête comme ça aux gens en distillant à tout prix de l'anatomie dans nos consignes de mouvement ? Non plus. En revanche, dès lors que l'on transmet une discipline, par exemple l'anatomie, par exemple la physiologie, eh bien, on se doit d'avoir un discours qui non seulement va s'adapter à notre auditoire ou à nos lecteurs-lectrices, le cas échéant à nos élèves, et donc, de fait, un discours qui va, si on est face à des gens qui ont un niveau qui n'est pas le nôtre, un discours qui va être vulgarisé. Et la vulgarisation scientifique, ça s'apprend. Ça demande non seulement d'être fin dans ses savoirs, mais aussi d'avoir un savoir-faire qui va permettre finalement de traduire des connaissances scientifiques pour les personnes qui nous font face. Et moi, je m'inscris toujours en faux par rapport à des discours qui sont extrêmement flous, extrêmement flottants, qui manquent beaucoup de précision dès lors qu'on est sur une discipline scientifique, mais j'ai presque envie de dire toute discipline confondue. On se doit de donner à l'autre des clés de compréhension du monde. On se doit de donner à notre prochain des connaissances qui ne le leurrent pas sur la réalité du monde. Et pour ça, on doit s'atteler, moralement, éthiquement parlant, presque j'ai envie de dire, à avoir un discours précis. Et là, c'est moi qui vais faire une précision, c'est que ce n'est pas du tout la même chose, précis et détaillé, j'en ai parlé dans des épisodes par le passé. Détaillé, c'est parler d'un arbre, de son tronc, de ses racines, de ses moindres petites radicelles, voyez, d'aller vraiment dans le détail. Alors qu'en fait, un discours précis, c'est un discours qui n'est pas équivoque. On ne leurre donc pas l'autre sur la réalité du monde. On se doit d'être précis et précise. Et les chercher l'erreur que j'ai longtemps fait sur les réseaux sociaux, que je fais maintenant désormais aussi sur le podcast, eh bien, ils servent à ça. Ils servent pas du tout à pointer du doigt une personne ni son travail, je vais y revenir dans un instant. Il sert à non seulement affiner nos connaissances, mais aussi aiguiser notre esprit critique pour ne pas nous faire enfumer par un discours complètement flou. Et pourquoi pas, même si tout ça ne s'apprend pas en un seul épisode de podcast, commencer à construire, si ce n'est quelques outils, en tout cas quelques balises qui vont permettre d'avoir nous-mêmes un discours qui ne démérite pas en termes de précision. Et c'est extrêmement fondamental que vous cerniez la démarche et l'intention que j'ai en faisant ces chercher l'erreur. Il ne s'agit pas du tout de pointer du doigt une personne donnée. Ce n'est pas la personne sur laquelle je vais avoir un regard critique, c'est sur un écrit ou une retranscription écrite d'une vidéo, c'est sur une production.
Et quand je dis ça, c'est sur une production donnée qu'on va aller observer à la loupe. Et ce n'est pas non plus une critique au sens pointé du doigt le travail d'une personne. Par exemple, dans les textes que je vais piocher dans des ouvrages ou sur le net, je reconnais le mérite qu'ont les personnes déjà de tenter de faire une vulgarisation scientifique. Et puis, je sais pour le faire moi-même, le point auquel, mais c'est colossal de produire du contenu. C'est énorme comme travail. Et rien que pour ça, chaque personne qui le fait mérite notre respect. Néanmoins, et je le disais en préambule, nous nous devons d'avoir un discours précis pour ne pas leurrer l'autre sur la réalité du monde. On va donc enfiler des lunettes, prendre une loupe et regarder ce qu'il en est de tous ces textes que je pioche dans des ouvrages, je vous le disais, ou sur Internet. Je prends le plus possible des phrases, des extraits qui, même s'ils sont sortis de leur contexte, permettent quand même de comprendre le propos de l'auteur, pour éviter d'être dans une démarche un peu fallacieuse, comme un mauvais ou une mauvaise journaliste qui extrairait une citation de tout un article entier. C'est pas du tout mon propos non plus. Mon propos, mon intention, je redis, c'est de vous permettre d'affiner vos connaissances et aussi d'aiguiser votre regard critique. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti. On se fait un grand panel de mots, de phrases que je vais aller piocher. Ça parle de fascia, ça parle de périnée, ça parle de psoas, ça parle de diaphragme. C'est parti. Allez, je cite un premier extrait et je t'encourage, cher auditeur, auditrice, à commencer déjà à cette première écoute, à repérer les erreurs, les approximations que contient ce texte. Je cite. Les fascias sont des tissus conjonctifs enveloppant et connectant toutes les parties du corps. Les muscles, l'intérieur des muscles, les nerfs, les os, les ligaments, les tendons, les vaisseaux sanguins, les artères, la moelle épinière, etc. Pendant longtemps, on a pensé que les fascias formaient une simple texture sans aucune fonction réelle. En réalité, ils pénètrent à l'intérieur de chaque structure jusqu'aux cellules. Tout notre corps baigne dans un océan de fascias. Fin de citation. Allez, je commence par le tout début. Les fascias sont des tissus conjonctifs. Déjà, le début de la phrase, le début de ce texte est un peu problématique. Je cite « Les fascias sont des tissus conjonctifs ». Il faut déjà savoir que fascia, c'est un mot dont la définition ne fait pas consensus chez les anatomistes eux-mêmes, elles-mêmes. Et c'est un peu la même chose pour périnée. Donc, quand vous ouvrez un ouvrage qui vous parle de fascia, une vidéo ou un post sur Instagram qui vous parlerait de fascia, la première des choses, c'est que la personne définisse pour elle ce que c'est. Vous allez me dire, mais Anne, là, la personne, elle est en train de le définir. Et le hic, c'est que fascia, c'est pas synonyme de tissu conjonctif. Je fais un petit récap, vous savez, dans le corps, on a 4 types de tissus différents. Le tissu épithélial, c'est du tissu de recouvrement. Par exemple, la couche la plus superficielle de la peau, c'est du tissu épithélial. On a un autre type de tissu dans le corps, c'est le tissu musculaire, qui a la propriété de se contracter, que ça soit le cœur, les muscles lisses, les muscles de nos organes à part le cœur, ou les muscles dits striés, qui sont les muscles de l'appareil locomoteur, ceux qui nous permettent d'être en mouvement. On a un autre type de tissu, c'est le tissu nerveux, je ne vais pas tout détailler dans cet épisode, et on a aussi le tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif, c'est tout ce que je n'ai pas cité précédemment. C'est pas le tissu épithélial, c'est pas le tissu musculaire, c'est pas le tissu nerveux. Donc il reste une quantité énorme. Par exemple, les os, c'est du tissu conjonctif. Le tissu adipeux, c'est du tissu conjonctif. Et pourtant, les os et le tissu adipeux ne sont pas considérés comme des fascias. Donc ce n'est pas synonyme, fascia et tissu conjonctif. Les fascias, c'est une partie du tissu conjonctif. Je continue la phrase. Les fascias sont des tissus conjonctifs enveloppant et connectant toutes les parties du corps, et il y a ensuite plein de citations, les muscles, l'intérieur des muscles, les nerfs, les os, les ligaments, les tendons, etc. En fait, il y a des parties de corps qui n'ont pas de tissu conjonctif. Je viens de le citer, le tissu nerveux, ce n'est pas du tissu conjonctif. La couche la plus externe de la peau, ce n'est pas du tissu conjonctif. Donc déjà là, c'est même pas une approximation en fait, c'est que c'est faux. Les fascias enveloppent et connectent toutes les parties du corps. Non, c'est pas le cas, c'est une erreur de dire ça. Et vraiment, je vous encourage à aller lire de la documentation scientifique, fiable, des sources qui sont fiables pour pouvoir savoir ce qu'il en est. Ne me croyez pas non plus sur parole.
Et bien sûr, je vous mettrai des ouvrages sur lesquels je me base dans la description de l'épisode pour que vous puissiez consulter vous aussi des sources scientifiques qui sont fiables. Je continue. Pendant longtemps, on a pensé que les fascias formaient une simple texture sans aucune fonction réelle. En réalité, ils pénètrent à l'intérieur de chaque structure jusqu'aux cellules. Et vous sentez bien que, non pas la première partie de cette phrase-là, mais la fin, en réalité, ils pénètrent à l'intérieur de chaque structure, c'est pas le cas, puisque tout dans le corps n'est pas du tissu conjonctif. Tout dans le corps n'est pas du fascia. Et là, il y a des astuces de langage à avoir pour ne pas leurrer l'autre sur la réalité du monde, puisque les fascias, le tissu conjonctif, ne pénètrent pas à l'intérieur de chaque cellule. Et ces astuces de langage, elles s'apprennent, j'y reviendrai un peu plus tard dans d'autres exemples. La fin du texte. Tout notre corps baigne dans un océan de fascia. On a bien compris que ce n'était pas l'intégralité de notre corps, je le redis, puisque les fascias, le tissu conjonctif, ne constituent pas l'intégralité de notre corps. Mais aussi, ce qui me gêne un petit peu dans cette phrase, c'est qu'on passe d'un registre de discours qui se voulait scientifique à un registre de discours qui est beaucoup plus poétique, sans que ce soit mentionné comme tel. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas le fait de baigner dans quoi que ce soit. Et ce passage d'un registre de discours à un autre, je le trouve toujours problématique parce qu'il amène beaucoup de flou dans la compréhension des connaissances. Et je le redis, faire une vulgarisation scientifique qui soit juste, qui soit précise, c'est comme la pédagogie, c'est d'ailleurs de la pédagogie. Et ça s'apprend. Allez, je reste sur les fascias et je pars dans un autre endroit. J'avais entendu une fois lors d'une conférence, je cite, « Les fascias sont en lien avec le système nerveux, c'est important de les travailler. » Mais c'est important de les travailler, pourquoi ? Et là, vous allez me dire, mais Anne, tu as sorti la phrase de son contexte, la personne peut-être expliquait après ou avant pourquoi c'était si important. Eh bien non, pas du tout. C'est important, c'est posé comme une espèce de vérité absolue, non expliquée et complètement flottante, complètement floue, mais qui va permettre l'adhésion de chacun et de chacune. On se dit, ah bah oui, mince, connecté avec le système nerveux. Bien sûr que c'est important. Mais tout est important à ce moment-là dans la vie. Pourquoi est-ce que c'est important ? Et à ce stade, je ne peux m'empêcher de vous raconter cette anecdote arrivée il y a quelques années déjà, avec des étudiantes qui préparaient leur diplôme d'état de professeur, en l'occurrence de professeur de danse, et qui ont au programme de l'anatomie et de la physiologie avec un examen à passer à la fin, un oral, un peu costaud d'ailleurs. Et en début d'année, je commence bien souvent par le bassin, puis la hanche, et après, soit je vais vers le membrin, soit je remonte vers la colonne. En tout cas, je leur demande une production écrite, une première production, sur le bassin, pour apprendre à aller chercher des connaissances dans des livres, dans des vidéos, justement, affiner un peu son regard critique et commencer à synthétiser et poser des choses par écrit. Et il y a une année où quasi dans tous les devoirs, j'avais « le bassin, c'est important ». Et je me suis dit, à la relecture, mais important, pourquoi ? Et donc je suis arrivée au cours d'après, je me suis posée, je salue les étudiants et étudiantes, et je leur dis, voilà, il faut que je vous dise, le persil, c'est important. Je laisse un blanc. Et là, le pire, c'est que les étudiants et étudiantes, peut-être il y en a certaines qui vont écouter cet épisode qui se reconnaîtront, on en a beaucoup ri après, ont commencé à chercher pourquoi c'était important. Et donc on donnait plein de raisons. Par exemple, il y a quelqu'un, je m'en souviens, qui avait dit « Ah, c'est important pour la mémoire par rapport à notre examen, etc. » Et je me dis c'est terrible parce qu'en fait, moi, je laisse les gens volontairement, là, dans cet exemple, dans le flou, et les personnes vont commencer, les unes les autres, à chercher des raisons qui vont leur appartenir, mais qui ne seront pas forcément les mêmes. Néanmoins, je vais pouvoir mettre tout le monde d'accord avec moi, croire que je peux faire consensus avec un discours qui est flou, alors que chaque personne a une pensée différente. Et c'est ça qui est fallacieux dans le discours flou. Alors si je reviens à cette histoire de persil, je leur ai dit, mais pourquoi le persil c'est important ? Est-ce qu'il faut en manger parce que c'est la saison ? Est-ce que c'est parce que ça contient de la vitamine C ? Est-ce que c'est important parce que en avoir dans son jardin, ça permet d'aller couper quelques feuilles et de se frotter une plaie qui aurait été faite par des piqûres d'ortie, par exemple, petit tips gratuit ? Est-ce que c'est important parce qu'il y a un souvenir associé ? Il y en avait dans le jardin de votre grand-père. Ça veut tout et rien dire. Le persil, c'est important. Le bassin, c'est important. Travailler les fascias, c'est important.
important pour quoi? Donc non seulement il faudrait préciser pourquoi c'est important, mais là, dans le début de la phrase, souvenez-vous, je la cite à nouveau, les fascias sont en lien avec le système nerveux, c'est important de les travailler. C'est comme si le fait que les fascias soient en lien avec le système nerveux impliquait obligatoirement, comme une sorte d'argument d'autorité, le fait que ça soit important de les travailler. Alors écoutez, on va faire un comparatif avec la cornée. La cornée, pour décrire ce que c'est de façon imagée, c'est cette sorte de petite vitre transparente et bombée qui va constituer la partie la plus antérieure, la plus à l'avant de notre globe oculaire. Elle est extrêmement innervée sur le plan sensitif. Il n'y a pas d'ordre moteur qui sont envoyés à la cornée et pour cause c'est pas un muscle, mais il y a des terminaisons sensitives, on peut dire des capteurs qui vont détecter des stimulations mécaniques, thermiques, chimiques, etc. Et ces informations, elles vont être envoyées au système nerveux central. Donc, la cornée, elle est très en lien avec le système nerveux. Est-ce qu'on peut pour autant dire à partir de là qu'il faut travailler la cornée? Et puis ça voudrait dire quoi, travailler la cornée? À peu près rien, j'ai envie de vous dire. On peut travailler sur sa vision, c'est une chose. On peut travailler sur ses muscles oculomoteurs. On ne travaille pas la cornée. Donc vous vous rendez bien compte, au fur et à mesure de mon explication, que finalement, l'argument d'autorité, être en lien avec le système nerveux, ne suffit pas à cautionner le fait que ça soit important de le ou les travailler. Et puis, il y a une autre petite chose qui me gêne dans cette phrase, outre le « c'est important », c'est le mot « travailler ». Parce que travailler, ça veut un petit peu tout et rien dire, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Vous savez, souvent on dit « Ah, je sens le muscle qui travaille ». Mais ça veut dire quoi? Tu sens que ça chauffe parce qu'il se contracte? Tu sens qu'il est en train de se faire étirer? Qu'est-ce que ça veut dire le mot « travailler » ? Typiquement, moi, c'est un mot que j'ai complètement retiré de mon vocabulaire parce qu'il fait partie de tous les mots flous, un peu fourre-tout, qu'on emploie, qui vont potentiellement faire consensus, alors que les personnes ne comprennent pas la même chose que ce que vous êtes en train de dire, et que les personnes entre elles ont des pensées différentes. Mais je le redis, le flou a cette terrible vertu, c'est de faire consensus, alors que personne ne parle de la même chose. Engageons-nous donc à avoir, tous et toutes, un discours précis. Je continue ce grand chercher l'erreur avec des textes piochés sur le net. Cette fois-ci, on aborde le périnée. Allez, vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Je cite. Le périnée est un muscle qui s'entretient. Le contracter comme on contracte ses fesses dans le métro, c'est important. Déjà, je pense que le « c'est important » vous a mis la puce à l'oreille. C'est important, pourquoi? Mais on va prendre le début de la phrase. Le périnée, c'est un muscle qui s'entretient. Oui, comme à peu près n'importe quel muscle dans le corps, j'ai envie de vous dire. Un muscle, il faut qu'il sache un petit peu tout faire, se contracter, se relâcher, par moments se faire étirer par une autre force. Mais ce qui me gêne encore plus, c'est le périnée, un muscle. Et j'aimerais qu'on intègre ça pour toujours. Le périnée, ce n'est pas un muscle, c'est un ensemble de muscles. Il y a plus d'une dizaine de muscles pour constituer un périnée. Et même si on voulait être un petit peu plus à la fois précise, mais aussi faire dans le détail, c'est que c'est un ensemble de muscles et de tissus, en l'occurrence de tissus conjonctifs, de fascia, les fameux. Donc dire le périnée est un muscle, c'est un peu comme si je disais le muscle de la cuisse. Et vous vous rendez compte, entre le quadriceps à l'avant, les ischio-jambiers à l'arrière, tous les adducteurs et d'autres muscles encore, on ne peut pas dire de la cuisse qu'il y a un seul muscle. Eh bien, on ne peut pas dire du périnée que c'est un seul muscle. Parce que si on en fait la liste, il y a le bulbo-spongieux, l'ischio-caverneux, le transverse superficiel, le sphincter externe de l'anus, le transverse profond. Quand je dis transverse, superficiel et profond, c'est du périnée, rien à voir avec les abdos. Mais il y a aussi l'élévateur de l'anus, releveur de l'anus, c'est ancienne et nouvelle nomenclature. Et puis, le coccygien qui s'appelait ischio-coccygien. J'ai tout mis au singulier, mais il y a certains des muscles que j'ai cités qui sont en double parce qu'il y en a un à droite, un à gauche. Et il y en a qui sont uniques, comme un autre d'ailleurs que j'ai oublié, le sphincter externe de l'urètre. Et puis on peut compter certains muscles lisses, des sphincters internes. Et puis surtout, tous ces muscles-là, ils sont dans des tissus d'enveloppe et de soutien, du tissu
conjonctif qui constitue aussi le périnée. Vous allez me dire, oui, mais Anne, quand on écrit un texte, quand on veut faire une publication, quand on parle à nos élèves, on va pas leur faire la liste. Non, certainement pas. Mais on ne va certainement pas non plus leur dire que le périnée, c'est un muscle. Il va falloir rajouter quelques mots. Le périnée, c'est un ensemble de muscles. On peut dire aussi que le périnée, c'est un ensemble de muscles et de tissus. Le périnée, c'est un ensemble de différents tissus, etc., etc. Il y a plein de façons de jouer avec le discours en restant dans du vocabulaire courant, mais qui ne perdent pas en précision. Allez, un autre texte sur le périnée toujours, je cite. Le périnée est un ensemble de muscles, situé entre le vagin et l'anus et qui sert à soutenir les organes. Vous voyez que dans le début de ce texte-là, on est face à plus de justesse, c'est un ensemble de muscles. Par contre, la suite de la phrase, patatras, situé entre le vagin et l'anus, déjà, les personnes qui n'ont pas de vagin ont aussi un périnée, et surtout, c'est pas un tout petit point, un tout petit endroit entre le vagin et l'anus, pas du tout. Le périnée, c'est un ensemble de muscles et de tissus situés principalement au niveau du petit bassin. On est très très loin d'un point qui serait entre le vagin et l'anus. Et vous avez remarqué ma phrase, certes, elle comporte un petit peu plus de mots, mais c'est pas non plus un discours à rallonge où on va tout détailler des différentes insertions musculaires, pas du tout. Je reste dans un registre de vocabulaire courant, j'ai une description qui reste succincte, mais qui a au moins le mérite d'être précise. Laissons le périnée de côté et allons à la rencontre d'une structure qui finalement n'est pas si loin que ça, le psoas. Ce fameux muscle qu'on appelle le muscle de l'âme. Et si vous saviez ce que cette phrase me fait tiquer, parce que j'ai toujours du mal quand on vient encenser des structures qui sont profondes, le diaphragme, le transverse de l'abdomen, le psoas. Moi, j'ai envie de rappeler que pour s'asseoir sur une chaise, pour venir se mettre accroupi, si on n'a pas de quadriceps pour freiner la descente, on risque de se casser le coccyx sur la chaise ou par terre. Il nous est donc bien utile ce quadriceps. Pourquoi dès lors parler de l'âme qui serait dans le psoas et pas dans notre quadriceps ? Allez, c'est parti pour un extrait de texte, je cite. Le psoas est un muscle profond qui relie votre colonne vertébrale au haut de votre cuisse en passant par votre bassin. Je redis, le psoas est un muscle profond qui relie votre colonne vertébrale au haut de votre cuisse en passant par le bassin. Vous remarquerez qu'on est dans un registre de vocabulaire courant et ça ne me pose aucun problème puisque on est en train de faire de la vulgarisation. C'est un muscle profond, c'est vrai, on aurait pu dire que c'était un muscle profond de colonne et de hanche, mais on peut mettre ça de côté, juste rappeler que c'est un muscle profond, ça c'est pas faux. Qui relie votre colonne vertébrale, c'est ok. Au haut de votre cuisse, c'est ok aussi, on n'a pas parlé de fémur, mais pourquoi pas. Ce qui me pose problème, c'est en passant par votre bassin, parce que ça laisse à penser que le psoas y passe dans le bassin, au niveau des détroits du bassin, à l'intérieur du bassin, en passant par votre bassin. Et c'est pas le cas du tout. Le psoas, il se coude à l'avant du bassin. Un peu comme le font les cordes d'un violon, d'un alto, d'un violoncelle, d'une contrebasse sur cette petite pièce de bois qui s'appelle un chevalet. On voit les cordes se couder à l'avant du chevalet. Eh bien, c'est la même chose. Le psoas et son voisin l'iliaque, ils se coudent à l'avant du bassin. Donc, on est très très loin du « le psoas est un muscle profond qui relie votre colonne au haut de votre cuisse en passant par votre bassin ». Il faudrait vraiment modifier la fin de la phrase en passant à l'avant de votre bassin, en se coudant sur votre bassin, en se coudant à l'avant de votre bassin. Ça coûte pas beaucoup plus de mots, ça coûte pas beaucoup plus cher, mais ça a le mérite de ne pas être faux. Je continue, je cite. Il intervient dans des mouvements essentiels pour l'être humain car il est directement responsable de différents mouvements. Par exemple, la flexion de la hanche et la flexion de la colonne lombaire. Aussi, il intervient dans les mouvements de rotation de jambes. Je reprends du début, je cite, « Il intervient dans des mouvements essentiels pour l'être humain ». C'est vrai, mais j'ai presque envie de dire l'articulation du coude aussi. Sans coude, on ne porte pas de main à la tête, au visage, à la bouche. Sans coude,
On ne peut pas manger autrement qu'en attrapant avec les lèvres, avec les dents ou en lapant quelque chose qui serait liquide. Et là, ça n'a pas à voir directement avec de la précision anatomique, ça a plus à voir avec ce qui sous-tend ce qu'on est en train de transmettre, parce qu'on encense beaucoup le psoas. Vous mettez psoas pour une affiche, un intitulé de stage, tout le monde vient. Même chose pour diaphragme, transverse, et encore plus le mot fascia. Si vous parlez du coude ou de la cheville, tout le monde s'en fout. Et pourtant, il me semble que manger avec le confort de l'être humain adulte valide qui a la capacité de porter sa main à sa bouche, ça paraît quand même, si ce n'est essentiel, en tout cas bien utile. Mais là aussi, la façon de dire qu'il intervient dans des mouvements essentiels, c'est peut-être une façon d'asseoir un argument d'autorité pour pouvoir distiller la suite de son texte, de ses connaissances ou de son propos. J'en viens à la deuxième partie de cette phrase. Il est directement responsable de différents mouvements, ok. Par exemple, la flexion de la hanche et la flexion de la colonne lombaire. Là, il y a une chose que j'apprécie particulièrement dans ce texte, c'est le « par exemple ». Par exemple, notamment, entre autres, ce sont des astuces de langage qui permettent de faire comprendre à notre auditoire qu'on ne va mentionner qu'une partie des connaissances, qu'une partie de la réalité. Mais ça ne leurre pas l'autre sur le fait qu'on n'est pas en train de faire une liste exhaustive. S'il manquait ce par exemple, je vous dis la phrase, il intervient dans des mouvements essentiels pour l'être humain car il est directement responsable de différents mouvements, la flexion de la hanche et la flexion de la colonne lombaire. Ça laisserait à penser que le psoas ne fait que ça. Or, il a d'autres actions, de l'importance d'avoir mis les mots « par exemple ». Allez, je viens à la dernière partie de la phrase. Aussi, il intervient dans le mouvement de la rotation de la jambe. Et ça me pose problème. Parce que la jambe, pour monsieur et madame tout le monde, c'est ce que nous en anatomie on appelle le membre inférieur, composé de la cuisse, de la jambe et du pied. Alors que jambe en anatomie a une autre définition. La jambe en anatomie, c'est le segment qui est entre le genou et la cheville. On voit donc qu'un même mot a deux sens complètement différents, je vais plutôt dire deux définitions qui sont complètement différentes, selon le registre de discours dans lequel on se situe. Jambe pour monsieur et madame tout le monde, c'est tout ce qui est en dessous du tronc. Jambe pour des personnes qui parlent d'anatomie, c'est entre le genou et la cheville. Il convient donc là de faire un choix. Soit on reste dans du registre de vocabulaire courant et on va dire il intervient dans le mouvement de rotation de la hanche. Et il faudrait presque préciser laquelle. Est-ce que c'est de la rotation externe, qu'on appelle latérale maintenant, ou est-ce que c'est de la rotation interne, qu'on appelle médiale? On va pas embrouiller nos lecteurs-lectrices avec ça. On pourrait dire, par exemple, il intervient aussi dans l'un des mouvements de rotation de hanche. De dire l'un des mouvements de rotation de hanche, ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'il ne fait pas, même si on ne les détaille pas. Et là, le hiatus, le hic un peu dans ce texte-là, c'est qu'on ne sait plus très bien à la fin si on est dans du registre vocabulaire courant, registre anatomie, quand on parle de la jambe, on parle de quoi? Et si c'est en anatomie, le psoas, il s'insère pas du tout sur la jambe. Il s'insère sur le fémur, il s'insère sur l'os de la cuisse, pas de la jambe. Allons maintenant piocher ensemble des textes sur le net dans des ouvrages au sujet du diaphragme. Je cite un premier extrait. Si on utilise le diaphragme, ça va être la respiration naturelle. Ah, j'ai eu peur, d'un coup. Sûrement que je vous ai fait sursauter, pardon, j'espère que ça va. Faites redescendre tranquillement votre rythme respiratoire. En sursautant, est-ce que vous venez de faire une inspiration diaphragmatique? Non, vous avez très certainement fait une inspire costale très haute et je m'excuse encore pour la blague, mais elle marche à chaque fois. Vous avez eu peur, vous avez fait une inspire costale très très haute. Depuis quand avoir peur, ce n'est pas naturel? Depuis quand tousser, humer un parfum, ce n'est pas naturel? Depuis quand sangloter, ce n'est pas naturel? Depuis quand crier, parler, hurler, ce n'est pas naturel?
Depuis quand inspirer avec une large cage ou inspirer dans son dos pour me servir d'une image, ça ne serait pas naturel? Il y a quelque chose qui me gêne dans cette phrase, c'est le mot naturel. Ça veut dire quoi naturel? Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est qui appartient à l'ordre des choses ou qui appartient pourquoi pas à la nature? Si ça appartient à la nature, je me permets de rappeler que, du coup, le pétrole, c'est naturel, puisque ça appartient à la nature. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot naturel? Là aussi, c'est un mot un peu fourre-tout, que je trouve un peu fallacieux parce que vous allez mettre les gens d'accord avec vous alors qu'en fait, on ne comprend pas tous et toutes la même chose, on ne parle pas tous et toutes de la même chose. Naturel, ça vaut vraiment le coup de définir ce que vous entendez par là. Et sinon, d'utiliser un autre mot. Par exemple, c'est une respiration courante, une respiration habituelle. Si on guide un cours de mouvement, on pourrait dire vous reprenez la respiration que vous aviez au début du cours, par exemple. Mais là, ça laisse à penser que parce qu'on utilise le diaphragme, ça va être naturel. Je vais vous donner un autre contre-exemple. C'est par exemple la reprise d'air très rapide chez des chanteurs, chanteuses, chez des instrumentistes soufflants. Eh bien, c'est pas le diaphragme qui permet cette reprise d'air rapide, c'est la pesanteur. Et la pesanteur, pardonnez-moi de vous dire, mais c'est sacrément naturel. Donc là, on est typiquement dans une phrase qui va un peu vite en besogne finalement, qui va poser un argument d'autorité sur un mot dont la définition peut être multiple. Donc soit il conviendrait que l'auteur, l'autrice de ce texte définisse ce qu'il ou elle entend par naturel, soit ça vaudrait le coup de changer le mot par un autre qui, lui, ait une définition qui soit plus précise. Autre texte, toujours sur le diaphragme, celui-ci n'est pas pioché sur Internet, il est pioché dans un ouvrage. Et je vais faire un pont avec l'épisode de mon podcast, le numéro 7, les 10 erreurs les plus courantes au sujet de la respiration. Je mentionnais aussi déjà des approximations, des erreurs assez flagrantes par rapport à la respiration et au diaphragme. Allez, je cite, et ce sera notre dernier texte d'analyse. Une fois que votre diaphragme se détend, il se contracte et se déplace vers le haut, expulsant l'air de vos poumons, vous laissant ainsi exhaler. Alors, vous connaissez le credo maintenant, le diaphragme, il est inspirateur, le diaphragme est inspirateur, le diaphragme est inspirateur, on se le répète tel un mantra. Je reprends le texte, il se contracte et se déplace vers le haut. Le diaphragme, il ne se déplace pas tout seul vers le haut. Quand il se contracte, soit il abaisse de façon directe les poumons, soit il élève les côtes basses en se contractant là aussi, et cette élévation des côtes, eh bien, un peu par voie de conséquence, va tracter elle-même sur les poumons. Mais le diaphragme, il n'est en aucun cas expirateur. Il peut pas, je cite, il se contracte et se déplace vers le haut, ça ne fonctionne pas. Et la suite, moins encore, expulsant l'air de vos poumons, ça voudrait dire qu'il est expirateur. Ce n'est pas le cas. Parce que, je le redis, le diaphragme, il est inspirateur. Et là, vous voyez bien qu'on n'est pas seulement dans un discours qui serait approximatif, comme on a pu le voir précédemment. Ce serait pas un discours avec des mots qui font un peu voix d'autorité, hein, les fascias sont en lien avec le système nerveux. C'est pas des phrases un peu toutes faites à l'emporte-pièce, c'est important de travailler telle ou telle structure. On n'est pas non plus dans un changement de registre de discours, comme tout à l'heure quand le psoas, parfois, on parlait de la colonne lombaire et puis juste après de la jambe avec une grande approximation parce que changement de registre, vocabulaire courant, vocabulaire scientifique. Là, on est vraiment dans une erreur de connaissance. Et ça peut arriver aussi en fait. Quand la vulgarisation scientifique, elle manque de précision, ça peut venir de deux endroits. Soit c'est la traduction, la transmission, la précision de cette transformation de connaissances scientifiques en vocabulaire courant qui fait défaut, et ça, je le redis, ça s'apprend, mais ça peut être aussi un autre endroit qui est presque premier, c'est que les connaissances, en fait, elles ne sont pas là, ou elles sont trop approximatives, ou elles sont carrément, comme ici, erronées. Et la bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça se travaille. On peut vraiment se donner les moyens de pouvoir affiner nos connaissances. Et c'est pour ça que je fais ces chercher l'erreur. C'est vous permettre d'une façon assez légère
d'affiner petit à petit vos connaissances, mais aussi vous permettre d'aiguiser beaucoup votre regard critique, votre esprit critique. Parce que peut-être que si une publication, un ouvrage, un texte de formation ne vous est pas accessible, que vous n'y comprenez rien, peut-être que ça ne veut rien dire. Si je vous dis la dynamique contractile du diaphragme permet de produire instantanément une action modératrice du flux énergétique de l'abdomen, c'est n'importe quoi, je viens de mettre des mots scientifiques dans un shaker et je les ressors à ma guise. Et cette phrase, elle ne veut rien dire. Mais pourtant, comme il y a un discours scientifique, elle a l'air de faire voix d'autorité. Méfions-nous donc des connaissances qui ne seraient pas assez fines, pas assez précises, pas assez basées sur des sources qui sont fiables et aussi ayant de l'esprit critique, un regard analytique sur la transformation de ces connaissances en vocabulaire courant, en vulgarisation. Les connaissances, ça s'affine et la vulgarisation, ça se travaille. Et je vous mets bien sûr en description de l'épisode les sources que j'ai utilisées pour construire mon discours et mon analyse dans ce Chercher l'erreur, mais aussi le lien vers les ateliers d'anatomie que je dispense régulièrement. Et dans l'immédiat, je vous invite à partager en commentaire de l'épisode sur Spotify ou sur YouTube ce que vous en retenez. Gardez votre curiosité, mettez votre esprit critique et votre regard aux aguets, faites-vous confiance et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je serais très heureuse que tu partages avec moi ce avec quoi tu en repars. Pour ça, laisse-moi un commentaire sur Spotify ou dans l'application Apple Podcast. Prends bien soin de toi et à très vite pour notre prochain épisode ensemble.